Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, j'espère que vous allez bien déjà. Bastien est là. Bonjour Bastien. Bonjour Baptiste. Comment allez-vous? J'ai froid, donc dépêchez-vous. On s'est remis dans l'atelier, parce que là on va parler d'achat de voitures d'occasion. Vous l'avez vu en miniature, on va essayer de vous aider, parce que vous savez, on fait des guides d'achat très régulièrement. On parle très régulièrement d'acheter une voiture, on vous conseille sur quel modèle acheter, mais c'est vrai, on avait déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur comment acheter une voiture d'occasion sur ma 206 RC à l'époque. Donc on s'est dit qu'il serait bien de refaire une nouvelle vidéo au goût du jour pour vous aider, si vous ne savez pas trop comment faire, pour acheter une voiture d'occasion. N'est-ce pas Bastien? Oui. C'est parti. Let's go. Je vous l'ai dit, on se pose tous la question sur comment. Vous posez tous la question, moi j'espère ne pas la poser, justement, c'est moi qui fais la vidéo, donc ça serait mieux quand même, de comment on fait pour bien acheter une voiture sans se faire avoir. Donc je vais vous donner plusieurs tuyaux pour, en tout cas, alors être sûr, on n'est jamais sûr, hein, parce que l'escroc parfait, il existe, croyez-moi, et on n'est jamais sûr de rien. Mais en tout cas, je vais vous donner des tuyaux, des astuces pour acheter votre voiture le plus en confiance possible, d'accord? Histoire que devant l'acheteur, vous passiez pas pour un zozo. C'est la principale façon déjà de pas se faire avoir, c'est de pas passer pour un zozo. Passez pour un zozo quand vous achetez des voitures, vous? J'en achète pas. Comme ça au moins c'est réglé. Donc déjà, premièrement, il faut déjà choisir la voiture que vous voulez. Les finitions, la motorisation, le budget que vous avez. Déjà, je veux dire, c'est le principal. Et c'est déjà primordial de savoir ce que vous voulez. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, bon, on est mal barré. Hein. Une fois que vous avez fait votre choix sur le modèle, hein, une 308, une Golf, peu importe, une Hyundai, une Kia, d'abord, il faut aussi connaître vos besoins. Bastien, vous le savez, on ne répétera jamais assez, il faut savoir si on achète un diesel ou un essence. Effectivement. Ou une hybride. Ou une électrique. Exactement. C'est primordial pour évidemment que vous ayez une voiture et une motorisation qui soient en coordination avec vos besoins. C'est mieux, ça vous évitera évidemment plein de problèmes, forcément des usures prématurées. Donc on fait un petit rappel, on est obligé. Si vous faites plus de 50 km par jour, on achète quoi Bastien? Un diesel. Un diesel, exactement. En dessous, il faut se diriger donc vers une essence, une hybride ou même une électrique, évidemment. On en reparlera de l'électrique un petit peu plus tard. Alors évidemment, 50 km, c'est une moyenne. Si vous faites 46, vous pouvez prendre un diesel. Mais l'important dans le diesel, c'est de ne pas faire que de la ville, que des petits trajets. Je le répète tout le temps, mais c'est très important. Voilà, le diesel, c'est fait pour rouler. Donc même si vous faites, 70% de vos trajets en ville ou en petite route, du moment que le week-end, vous tapez 300 km d'affilée, c'est bon, vous pouvez quand même rouler en diesel, d'accord? Mais si vous faites principalement que de la ville, rouler en essence, tant qu'à faire, ça vous fera moins de problèmes, il y a moins de problèmes d'antipollution, EGR, FAP, tous ces trucs-là que vous connaissez déjà qui tombent toujours en panne. Alors je reviens à l'électrique. Il faut quand même prendre en compte, ou même à l'hybride d'ailleurs, si c'est une hybride rechargeable avec laquelle vous pouvez rouler en full électrique, même sur 10, 20, 30, 50 km, il faut bien entendu prendre en compte la recharge, les bornes de recharge. Donc soit vous en avez une chez vous, soit vous en avez une sur votre lieu de travail, soit vous en avez une à côté de votre lieu de travail, vous pouvez après venir à pied et la laisser à charger. Il faut forcément penser à ça quand vous achetez une électrique, d'accord? C'est très important, parce que si vous n'avez aucune borne à côté de chez vous, au boulot, je pense que ça n'a aucune utilité d'acheter une voiture électrique. Vous allez vous emmerder. Vous n'achetez pas un aspirateur avec un fil si vous n'avez pas de prise. Tout le monde a des prises. C'est vrai, mais un aspirateur, ça consomme moins qu'une voiture. Renseignez-vous aussi si vous passez à l'électrique, que vous voulez la brancher chez vous. Faites venir un électricien qui vérifie votre, votre circuit, pour pas qu'il y ait de problème, d'accord? Allez pas foutre le feu à la baraque. C'est très important, on le dit jamais assez, même avec une petite recharge à intensité moyenne d'ampérage, ça peut très bien vous brûler les prises, ok? Donc faites gaffe, allez pas foutre le feu à votre maison, quand même. Alors ensuite, une fois que vous cherchez votre voiture, d'accord? Que vous avez trouvé votre voiture et que vous la cherchez sur les sites d'occasion comme évidemment Le Bon Coin. On va pas faire de la pub, mais bon, on ne peut pas faire autrement. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a que ça. Il y a la centrale aussi, comme ça tout le monde est content. Évidemment que si vous cherchez une voiture qui, en moyenne, est à 20 000 € et que vous trouvez la même voiture qui est à 10 000, allez pas vous étonner si vous l'achetez qu'il y a des problèmes. Hein? On est d'accord, Bastien? On est d'accord. Le gars va pas vous faire un cadeau comme ça. Alors oui, si c'est possible que vous fassiez l'affaire en or d'un gars qui n'y connaît rien, mais ça n'existe plus. Voilà, quand vous avez une voiture qui vaut 20, en dessous de 15, c'est qu'il y a un problème. Donc, achetez au prix, plus ou moins, mais il ne faut pas qu'il y ait 10 000 € de différence. Alors bien sûr, et ça vous le savez parce que on est là aussi pour vous aider avec nos guides d'achat, prenez le temps de vous renseigner sur les motorisations, si elles sont fiables ou
s'il y a des problèmes, n'est-ce pas Bastien? Oui. Je pense que ça, sur la chaîne, vous êtes au courant, on en parle largement assez, d'accord? Et même à la limite, ça vous permettra finalement peut-être, si vous voulez un moteur essence et que vous voulez une 308, deuxième génération, bah vous ne l'achèterez pas parce qu'il n'y a que des moteurs PureTech et les moteurs PureTech, c'est pas terrible. Donc déjà au moins, ça vous permet de faire un choix sur le modèle que vous vouliez, même esthétique finalement. Et c'est bien dommage. Je vous l'accorde que quand tu veux une 308 et que tu veux un essence, bah, que tu peux pas l'acheter, c'est un peu relou. Tu peux très bien l'acheter, attention, je dis pas. À tes risques et périls. Exactement. Je parle du PureTech, mais on peut parler du Blue HD aussi chez Peugeot, du 1 litre de TCE chez Renault, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, ça fait partie des conseils que je vous donne quand vous achetez un moteur diesel. Et comme aujourd'hui, tous les moteurs diesel ont quoi dedans? De la déblue. De la déblue et potentiellement de la cristallisation. Hein. Profite, hein, on prêche pour notre paroisse évidemment. Mais c'est un conseil, c'est un vrai conseil et qui fonctionne évidemment. C'est quand vous achetez un diesel récent qui a de la déblue, Blue HDI, Blue DCI, Blue Efficiency, tous ces moteurs en Blue, ça veut dire qu'il y a de la déblue, hein, justement. Et donc, Bastien, sur notre boutique, lespilotes-du-dimanche.fr, vous avez ces deux produits qui sont le premier. Alors, je vais vous l'expliquer parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de questions de savoir comment on les utilise. Hier, d'ailleurs. Nickel. Super. Coupure d'électricité. Désolé, coupure de courant. On n'avait pas mis d'ADMAX dans le réseau. Alors, je vous l'explique parce que je disais, il y en a beaucoup qui nous le demandent. Et on est dans une vidéo conseil et on reçoit beaucoup de messages pour savoir comment utiliser ce produit. On en vend des centaines. Quand vous achetez un diesel avec le Blue HDI, vous faites deux achats primordiaux pour votre voiture. Si elle a 150 000 km, 200 000 km, ADMAX Pro Direct, vous ouvrez le réservoir d'AD-Blue, vous prenez tout ça dans le réservoir d'AD-Blue, hein, pas dans le réservoir d'essence. Ça fait des gros problèmes. Donc ça, vous pouvez le faire dans un réservoir d'AD-Blue qui est de moitié. Comme ça, le truc est bien, concentré et forcément, ce n'est que mieux. Donc ça va mettre un bon coup de nettoyage pour enlever cette crotte là. Vous voyez, cette crotte s'appelle la cristallisation. Et ensuite, une fois que vous avez bon ça, hop, terminé. Vous prenez celui-ci, ça c'est l'ADMAX normal. Il est avec une petite dosette. Vous l'ouvrez, vous appuyez, ça vous met la dose. Et ça, c'est à chaque plein d'AD-Blue. Donc celui-là, il va vous faire peut-être 1 an, 2 ans, suivant le kilométrage, peut-être même une éternité. Et ça, vous le mettez à chaque plein. Avant de faire le plein d'AD-Blue, vous mettez ça dedans, la petite dose, 25 ml, c'est marqué dessus. Et ça permet d'éviter les problèmes. D'accord? Ça va garder constamment, ça va éviter la cristallisation. C'est des produits qui fonctionnent. C'est la marque Xenom, on en vend sur notre boutique. Allez-y, les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Le lien est dans la description, évidemment. Donc maintenant que tu t'es renseigné sur les moteurs, sur comment les fiabiliser, un diesel, un essence, petit tuyau pour éviter les déconvenues, surtout pour les jeunes conducteurs ou surtout pour ceux qui ont eu pas mal d'accidents, faites faire un devis avant, d'accord? Pour l'assurance, c'est très important. N'allez pas acheter une bagnole sans avoir fait un devis ou au moins connaître approximativement le prix, parce que sinon, ça peut vous faire tout drôle, je vous le dis. Je vous l'ai dit, pas 50 000 choix pour trouver la voiture de vos rêves, Le Bon Coin. On va pas se mentir, on est peut-être un jour autocasse.fr, hein, mais pour l'instant, c'est Le Bon Coin. Donc tu mets le modèle, la motorisation, tes exigences en termes de kilomètres, et tu creuses évidemment pour trouver celle qui te plaît le plus, celle qui a le kilométrage le meilleur, en fait, le meilleur coût, hein, forcément la meilleure affaire. Je le dirai jamais assez, d'accord, pour être plus serein si vraiment vous avez peur d'acheter une voiture. Alors déjà, faites-vous suivre par quelqu'un qui y connaît. Qu'est-ce que vous faites, Bastien, derrière? C'est mon bouton ici. Avec ce défroque derrière, tout va bien. Vous faites du gringue ou quoi? Je suis trop gros. Ah oui, le bouton est pété. Ouais, dommage. Je disais, si vous n'êtes pas serein, allez-y avec quelqu'un qui y connaît, d'accord? C'est mieux, forcément. Et sinon, tournez-vous vers un professionnel. Attention, je ne dis pas que c'est forcément mieux. Alors, je prêche pour ma paroisse. Vous savez qu'on a ouvert un BH Car à Brive. N'hésitez pas d'ailleurs à venir, si vous cherchez une voiture, venir chez nous et aller voir les annonces qu'on a en ce moment. Mais quand même, le pro, on peut dire ce qu'on veut. L'avantage, c'est qu'il a une garantie légale, d'accord? S'il y a un problème, quoi qu'il arrive, vous avez une garantie, d'accord? Les voitures sont normalement révisées, donc vous enlevez quand même quelques problèmes. Évidemment, vous regardez quoi? Sur Google et sur Le Bon Coin, les notes. D'ailleurs, sur Le Bon Coin et sur Google, c'est les mêmes. C'est juste une reprise des notes de Google, il me semble. Ça vous donnera une idée. Attention, vous ne vous fiez pas au gars qui a laissé un commentaire et qui a forcément peut-être eu la malencontreuse expérience
de tomber sur un véhicule qui avait un problème. Attention, hein, c'est pas parce que vous achetez chez un pro ou même chez un particulier et pour n'importe quoi, il peut y arriver des problèmes. Je le dis toujours, le professionnel, il peut y arriver des problèmes. Un bon pro, il répondra au téléphone et il s'occupera du problème. C'est la différence entre le bon vendeur de voiture et le mauvais vendeur de voiture. C'est qu'il y en a un, il coupe, bloqué, merci, terminé, et l'autre, il s'occupe de vous. Et ça, c'est la différence. Le service client, bien sûr. Attention, je ne dis pas, des fois, il vaut mieux un bon particulier qu'un mauvais professionnel. Vous pouvez acheter chez un particulier, il n'y a aucun problème. Si vous le sentez bien, si vous avez confiance au téléphone, sur place, que la voiture est suivie, tout ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez acheter une voiture chez un particulier. Et donc, on retourne là sur le site d'annonce, Bastien. Hop, bam, on trouve la perle rare. Hein. Pile poil ce qu'on veut. Pile poil dans le prix, pile poil dans la finition, la couleur, tout. Calme-toi, tu as trouvé la perle rare, a priori. Hein. Mais t'emballe pas. Ah, le bouton est retombé. Vérifiez évidemment en premier lieu que l'entretien du véhicule est impeccable. Forcément. Toujours, je le dis, toujours prendre un véhicule suivi. Qui ménage sa monture va loin. Et oui, c'est Luc et Luc qui disait ça. Qu'un rapport, mais bon. Donc pour résumer, professionnel, véhicule suivi, ou si vous le sentez bien, particulier, il n'y a pas de problème. Mais professionnel, garanti. À éviter également les voitures de 8e, 9e, 10e main, d'accord, en général. Plus la voiture est de propriétaire, c'est souvent le cas pour les sportives, parce que les gens ne veulent pas les entretenir, donc du coup ils les vendent vite. Bah, c'est jamais bon au niveau de l'entretien justement, qui est rarement suivi. Il y a très souvent, quand vous achetez une voiture sportive ou une grosse voiture luxueuse ou peu importe, souvent c'est des gens qui gardent la voiture 1 an, 2 ans, quand il faut changer les pneus ou juste avant de faire la distribution ou juste avant de faire les gros entretiens, ils la revendent. Le prochain fait la même chose et puis en fait on se retrouve avec un truc qui n'a jamais été entretenu, catastrophe. Une fois que vous avez trouvé votre voiture, une fois que vous êtes au téléphone avec le monsieur ou sur place, si vous n'êtes pas loin, allez-y, tant qu'à faire ça sera plus simple, directement. Première chose, Histovec, on recherche l'historique, kilométrage, si c'est une voiture française, on va sur Histovec, c'est gratuit. La seule problématique c'est qu'il faut la carte grise en main. Donc si vous êtes sur place, il vous la montrera normalement. Si c'est au téléphone, là ça va être compliqué, parce qu'il ne va pas vouloir vous envoyer de photos. Alors le mieux à faire, c'est quoi ? C'est de lui demander de le faire directement et de vous envoyer, de vous envoyer le lien. Mais encore une fois, c'est pareil. Des fois, vous tombez sur des gens qui quoi, Histovec ? Hein ? Appuyer où ? Qu'est-ce qu'il faut que je mette ? C'est très compliqué. Mais le problème, c'est que les gens, en général, ils ne veulent pas donner les cartes grises. Ça, c'est vraiment un gros problème. Mais bon, c'est comme ça. Et pour, bien sûr, approfondir l'historique, vous avez bien sûr, Bastien, Carte verticale. Évidemment. Vous connaissez depuis le temps, code promo LPDD. Donc ça vous permet, vous le savez, de vérifier, en plus d'Histovec qui est gratuit, de vérifier les dommages, la situation administrative. Si c'est un import, c'est important. Et évidemment, le kilométrage. Et là, par contre, vous avez besoin que de l'immatriculation ou que le numéro VIN. Donc ça peut encore être plus facile à demander quand vous êtes au téléphone. Et même d'ailleurs, dans le cas où vous êtes vendeur, c'est important. Moi, si la personne que j'appelle ne veut pas me donner l'IMAT, si je suis loin, attention, hein, sinon je me déplace et je le fais devant lui. Mais si je suis loin, s'il ne veut pas me donner l'IMAT, le VIN ou la carte grise, je lui dis ciao mec, si tu veux pas vendre ta voiture, si tu veux faire aucun effort pour me dire qu'elle est bien entretenue, qu'elle est suivie, qu'elle n'a pas de problème, je vais aller en chercher une autre, tout simplement. Encore plus carte verticale, même j'ai envie de dire obligatoire, si c'est un apport, enfin vous n'allez pas le savoir que c'est un apport justement, si c'est une allemande. Si c'est une allemande, c'est obligatoire. De toute façon, on ne va pas se mentir, même s'il n'y a rien sur ce carte vertical-là, vous serez bien content de l'avoir fait pour 25 balles, même une voiture à entre 5 et 10 000 euros, ou même plus ou même moins, pour 25 balles, au moins vous serez tranquille. Croyez-moi, j'ai eu l'histoire il n'y a pas longtemps, une personne qui avait acheté une Golf GTI, une Golf 7, pas de carte verticale, je peux vous dire qu'aujourd'hui d'ailleurs, tu te rappelles, j'en avais parlé dans une vidéo, il a perdu. Donc en fait, il est obligé de garder la voiture et de rembourser le mec. Je vous en avais parlé dans une vidéo, on remettra les liens. La Golf 7 était complètement rouillée et il n'avait pas fait de carte verticale. Et pourtant, quand on a fait le carte vertical après, il était dessus. 30 000 euros de réparation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors oui, certes, carte verticale, des fois, il n'y a rien, il ne se passe rien, vous n'avez rien. Sauf que des fois, ça peut vous sauver la mise. Croyez-moi, le gars avec la Golf 7, plus jamais il achète une voiture sans faire un carte vertical. Ça, c'est sûr et certain. Donc, code promo LPDD, vous le savez. On continue. Alors, si tu es loin de la voiture, tu peux évidemment... Alors, il y a souvent des gens qui font des vidéos, des visios. Et alors, des visios de voiture, quand la luminosité n'est pas terrible, quand le téléphone n'est pas terrible, et souvent une vidéo qui est envoyée par 4G, alors si sur WhatsApp ça va,
mais c'est des détails, hein, mais c'est important. La vidéo, on voit rien. Ça sert à rien de demander une vidéo. Ça pixelise quand il y a un petit peu moins de luminosité, on voit rien. Le mieux, c'est des photos. En vrai, c'est des photos, parce que les photos, vous pouvez zoomer et voir si vraiment il y a des différences de couleurs, des différences de carrosserie. C'est important, des photos plutôt qu'une vidéo, croyez-moi. Donc, tu t'es décidé, tu as eu la chance d'avoir les papiers où tu es à côté. Bon, bah du coup, tu vas aller voir directement le vendeur. À un moment donné, il faut quand même y aller, hein, d'accord? Donc, évidemment, tu te déplaces et tu l'essayes. Premièrement, tu l'essayes, d'accord? C'est très important. Déjà, premièrement, parce que tu vas l'essayer, peut-être que tu vas te rendre compte que bah, c'est pas terrible à conduire, la position de conduite, t'es pas réglable, les sièges n'est pas réglable. Enfin voilà, t'es grand, t'es un peu costaud, t'es petit, et tu te rends compte que finalement cette voiture elle n'est pas faite pour toi. Bah, de l'essayer, rien que de l'essayer, bah, tu diras bon bah merci, au moins j'ai essayé, je sais que c'est pas une bonne voiture. Et si tu es chez un pro, bon bah le gars, de toute façon, donc il va te faire essayer la voiture. Une fois que tu auras essayé la voiture, il va vouloir qu'une seule chose, c'est quoi? Te la vendre. Exactement. Donc il va te. Alors, pas tous, attention, je rigole un peu. Il va te baratiner pour que tu l'achètes. Mais, alors, c'est con, hein, parce qu'on vit dans un monde, c'est comme ça. N'ayez pas confiance en ce qu'on vous dit, d'accord? Allez faire quand même quelques vérifications. Même si, admettons, il est honnête, il comprendra que, voilà, tu le connais pas, il te connaît pas. Bon, bah, tu vas pas lui donner 100 balles, ouais, je te les ramène. C'est pareil pour la voiture. Alors, premièrement, vous lui demandez contrôle technique. Il faut que le contrôle technique soit évidemment OK. Vous regardez ce qui a marqué dessus et qu'il ait moins de 6 mois. C'est très important et c'est non négociable. Surtout chez un pro, mais même un particulier, vous n'avez pas le droit de vendre ou d'acheter une voiture. C'est même pas pouvez, c'est que normalement, vous n'avez pas le droit d'acheter une voiture qui a un contrôle technique de plus de 6 mois. Évidemment, alors bon, là, on va partir sur l'escroquerie en bande organisée, mais il est possible que le contrôleur technique soit un copain du vendeur et que, bon, bah, il ait laissé passer des trucs, vous voyez, et que, par exemple, bon, si c'est que ça va, et que, par exemple, dans 2 ou 3 mois, il faut changer les disques. Si c'est que ça va. Mais, pareil, attention, les contrôleurs techniques, en général, de toute façon, ils risquent tellement gros qu'ils essayent de faire le moins d'erreurs possible, parce que sinon, ils ferment. Je pense qu'il y a moins d'escrocs dans les contrôleurs techniques que dans ceux qui vendent les voitures. Je vais pas me faire des copains, mais c'est pas grave. En général, voilà, le contrôleur technique, il est professionnel, il s'amuse pas à faire ça parce qu'il sait que sinon, il met la clé sous la porte. Mais ça n'empêche pas d'aller faire quelques petits visuels, d'aller voir ce qu'il en est, d'accord, sur la voiture directement. Premièrement, qu'est-ce qu'on regarde en premier, Bastien? Les pneus. Exactement. Donc on regarde les pneus, l'usure des pneus. On vérifie qu'ils ne soient pas déjà au témoin et que dans, je sais pas moi, 3 mois, il faut les changer. Et si jamais ils le sont, ça vous permet de gratter sur le prix. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, en plus les pneus, ça coûte super cher, d'accord? Sans parler du montage. Les prix, ils ont fait... Mais il y a même la date sur les pneus. Il y a la date aussi. On peut vérifier le... S'il date d'il y a 2 ans. S'il date d'il y a 2 ans et... Oui, bah 2 ans, ça va. Et s'ils ont 15 ans, là, c'est un peu moins, c'est un peu plus chiant. Les freins, disques, plaquettes. Alors, en général, il y a beaucoup de jantes alu, donc vous avez l'espace pour voir les plaquettes et dans quel état elles sont, d'accord? Si c'est des jantes en tôle, vous enlevez l'enjoliveur, et normalement vous pouvez passer par les petits trous avec la lumière et regarder. Donc les plaquettes, s'il reste 3 mm, bon bah vous savez que vous allez les changer bientôt. À l'arrière, c'est un peu moins grave parce que ça s'use moins rapidement. Et ensuite, la première chose à faire sur du disque, vous mettez le petit doigt et si la rigole est trop profonde, bon bah vous savez que peut-être dans le prochain jeu de plaquettes, il faudra changer les disques. Et d'ailleurs, sur le contrôle technique, on peut potentiellement savoir si le contrôleur technique est minutieux ou pas, parce qu'une rigole, même à partir du moment où vous sentez la rigole sur le disque, ça doit être marqué sur le contrôle technique. Si c'est pas marqué, alors qu'il y a vraiment une belle rigole, méfiez-vous, parce que ça veut peut-être dire que c'est un contrôleur technique un petit peu laxiste. Donc, méfiez-vous. Ça peut être vraiment le petit truc à connaître pour éviter pour voir si le contrôleur est sérieux. Ensuite, la rouille. Alors, la rouille, c'est compliqué. Où voir s'il y a de la rouille? Par exemple, sur l'exemple de la Golf 7 GTI, qui est rouillé, qu'on vient de parler tout à l'heure, vous enlevez les joints de porte. On fera des images d'illustration, vous allez comprendre. Vous enlevez le joint, c'est très facile, et là, il se peut que c'est rouillé. Si jamais elle a pris un choc et tout, vous ouvrez le capot, évidemment, vous regardez le bord, vous essayez de regarder le plus possible dans les profondeurs du moteur. C'est pas facile, vous n'allez pas pouvoir tout démonter. Il y en a qui disent, regarde sous les passages de roue, enfin bon, s'il faut démonter le plastique du passage de roue avec la clé et tout, démonter la roue, là, t'achètes plus une voiture, tu fais de la mécanique. Donc, c'est un peu compliqué, mais bon, la rouille, c'est pareil. Depuis bien une bonne grosse 15-20 d'années, il y a très peu de voitures qui rouillent. Heureusement, d'ailleurs. Ensuite, la clim, même si c'est l'hiver, hop, on n'a pas besoin avec le gars, il vous dit, oh, mais ouais, mais c'est vrai, il fait froid dehors. La clim, quand elle marche, on l'entend démarrer. Ça fait un clac, on entend le compresseur démarrer. Et même s'il fait froid dehors, croyez-moi que le froid de l'extérieur et le froid de la clim, il n'est pas pareil. La clim, elle a une odeur, elle a un truc qui se passe, vous voyez. Donc, si ça marche pas, pareil. Vous enlevez des sous parce que
À la limite, c'est juste une recharge. Et dans le pire des cas, c'est le compresseur, le capteur de pression. Enfin, ça peut être un enfer, la climatisation, croyez-moi. La sono, essayez l'autoradio, voir si tout fonctionne bien. Des fois que, par exemple, le gars, il est débranché la batterie, qui vous donne pas le code et que vous vous retrouvez en repartant sans le code de l'autoradio, pas d'autoradio. Et lui, il va vous dire, ah, bah, je sais pas ce que j'en ai foutu du code. Et là, vous l'avez dans l'os, d'accord? Et puis même, si l'autoradio grésille, que le Bluetooth marche bien, c'est important. Les essuie-glaces, tout simplement. Toujours chiant le lendemain d'aller acheter des balais d'essuie-glaces s'ils ne marchent pas. C'est toujours 30 balles, 50 balles, 60 balles. Sur une grosse voiture, ça coûte cher. C'est toujours, si vous mettez de la marque, c'est toujours important de voir s'il fonctionne bien. Ou sinon, c'est pareil, vous grattez sur le prix. Vous vérifiez plein d'autres trucs, les options, les phares, les clignotants. Alors normalement, phares, clignotants, frein à main, tout ça, c'est vérifié au contrôle technique. Mais bon, vérifiez-le, ça coûte rien. Les sièges électriques, s'ils marchent bien, si tout marche bien. Pensez bien que quand vous achetez une bagnole, vous l'achetez pour vous. Donc vous pouvez vous dire, bon, le dossier se règle mal, c'est pas grave. Le frein à main, il déconne un peu. Certes, c'est pas grave, un dossier qui se règle mal électriquement, c'est pas très très grave. Sauf que quand vous allez la revendre, bah le gars, peut-être que lui, ça va être important pour lui. Et bah du coup, vous allez perdre de l'argent à la revente. Donc essayez d'acheter un truc clean, d'accord? Et si c'est pas clean, vous l'achetez moins cher, évidemment. Donc je le disais, toit ouvrant, les vitres électriques, à l'arrière surtout, sur les breaks, sur les gros SUV, parce qu'il y a beaucoup de voitures dans ce style où les gens ont des grosses voitures mais pas d'enfants, donc les vitres sont jamais utilisées à l'arrière. Ça peut durer, ou même le toit ouvrant. Le toit ouvrant qui est jamais ouvert, vous pouvez être sûr au bout d'un an ou deux, vous l'ouvrez, paf, vous pétez tout. Donc très important de voir si ça marche bien. Vous l'ouvrez, vous le fermez, vous l'ouvrez, vous le fermez. Pareil, le rideau du toit ouvrant, des fois il se casse la gueule, des fois il marche pas. Il y a plein de choses à vérifier. Ensuite, capot. Ah oui. Clac, clac. On ouvre le capot. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Moi, ce que je regarde en premier, bon, bah, visuellement, c'est pas trop dégueulasse. Bon, ça veut pas dire grand-chose, forcément. Je regarde les petites étiquettes autour. Distribution, vidange, truc, machin, au-dessus. Tout ce qu'il y a autour, les machins, hop, évidemment. S'il y a des fuites au niveau du moteur, des gros suintements ou des grosses fuites, des suintements sur un moteur essence, par exemple, c'est pas très très grave. Sur un vieux moteur diesel, non plus, d'accord? Mais il faut pas que ça soit non plus une énorme fuite, évidemment. Ce que vous pouvez regarder, évidemment, c'est le niveau d'huile, quand même. La moindre des choses, facile à faire, tout le monde peut le faire. Et la gueule du liquide de refroidissement. Si le liquide de refroidissement est pas beau et qu'il vient de vous dire « Ah non, mais on vient juste de faire la distribution » et que le truc il est rouillé, que vous avez du mal à le voir dedans en l'ouvrant, peut-être anguille sous roche. Un liquide de refroidissement propre, c'est toujours mieux. Pour finir, dis-toi bien que si tu ne fais pas ça, il n'y a personne qui le fera, donc prends ton temps, même si le gars il te regarde, tu sais, genre... toi, il en a un peu marre de regarder ta voiture, que ça fait une demi-heure que tu y es, mais bon, toi, tu claques 5 000 balles, 10 000 balles, 20 000 balles, 30 000 balles. Tu veux acheter une voiture qui est en bon état, et je te comprends. Donc, même s'il te met la pression et que tu vois qu'il s'agace un peu, qu'il dit qu'est-ce qu'il fait lui, tu continues ton truc. S'il veut pas vendre la voiture, il la vend pas, tu te casses, t'en trouveras une autre. Ce qui serait dommage, c'est que les choses visuelles, tu ne les regardes pas. Que tu as un problème après, 6 mois après, avec un turbo, avec un embrayage, avec, j'en sais rien, le liquide de refroidissement, une fuite ou un truc, un injecteur, ça tu peux pas le deviner. Mais tout ce qui est clim, toit ouvrant, les pneus, les plaquettes, les disques, tout ça tu peux le voir visuellement, c'est con de passer à côté. Voilà. Ensuite, bien sûr, une fois que tu as fait le tour, tu l'essayes, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais tu l'essayes, d'accord? Très important, forcément, enfin, ça me paraît tellement évident, tu l'essayes, c'est normal. Alors c'est pareil, si tu connais pas grand chose, et même si tu connais un petit peu, c'est difficile de savoir, mais bon, voilà, faut pas que tu aies de bruit un petit peu aléatoire, faut que le régime moteur soit constant. Si c'est une boîte automatique, pas d'à-coups. Si c'est une boîte manuelle, faut que les rapports passent bien, l'embrayage pas trop dur, pas trop mou, que la pédale soit pas au fond et que tu aies que ça à appuyer. Voilà, c'est des petits détails. Là, c'est difficile de te conseiller, mis à part y aller avec quelqu'un qui vraiment s'y connaît. Voilà, pas de bruit d'échappement sport alors qu'il n'y a pas d'échappement sport, ça veut dire qu'il y a une fuite. Des choses logiques, forcément, qui peuvent te paraître un petit peu bizarres. Tu demandes évidemment au vendeur. Après, tu connais pas forcément toutes les bagnoles, tu as des voitures qui font des bruits différents d'autres. Mais bon, en général, un bruit qui va te sembler un peu chelou, c'est jamais bon. Et si le gars après fait oui, alors là c'est le cardan, je sais que sur ces modèles-là, on a le soufflet de cardan qui fait du bruit à cause de la climatisation quand elle démarre. Bon, quand tu vois que le gars il se perd dans son explication, c'est que soit il connaît pas, hein, c'est possible aussi, ou soit il essaie de t'entourlouper le fumier. Donc quand tu essayes, tu freines le turbo, tu vois si ça fait du bruit, voilà, hein, les vibrations au volant, tu essayes de rouler
à des vitesses, toi, tu essaies de monter jusqu'à 100. Le top, c'est quand même de monter jusqu'à 110. Tu freines, tu vois s'il y a des vibrations dans le volant. Le volant s'y va à gauche, à droite. C'est en fait une voiture, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte. Quand vous achetez un téléphone, bon, la Wi-Fi marche, la 4G marche, l'appareil photo marche. Voilà, il y a quoi? Il y a 10 trucs potentiels qui peuvent tomber en panne sur un téléphone. En gros, je la fais. Hein. Imaginez sur une voiture. C'est pas 10, c'est 1000 choses qui peuvent tomber en panne. J'en crache de bonheur. Donc forcément, il y a beaucoup de choses à vérifier. Chose importante, qui est plus difficile à savoir, mais très important, vous parlez avec le propriétaire. Quand c'est un propriétaire particulier, parce que le pro, il n'a pas forcément roulé avec la voiture. Mais vous pouvez demander quand même. Le particulier, vous lui demandez, alors, vous l'avez depuis quand la voiture? Ah, c'est bien, vous faites quoi comme machin? Vous travaillez où? Vous faites combien de kilomètres par jour? Si le gars, il a un diesel, un gros 6 cylindres en ligne, ou un 2 litres HD, ou peu importe, et qui fait, il va chercher le pain avec tous les jours à la boulangerie depuis 3 ans, comment vous dire? Vous êtes sûr, si en plus elle a un FAP et qu'elle a 200 000 km, vous pouvez être sûr, bon déjà qu'elle est certainement pas arrivée à 200 000 sans problème, mais vous pouvez être sûr que vous allez vous taper des problèmes. Donc vous discutez, vous voyez un peu ce qu'il en est. Causez, faites causette, soyez pas, voilà, on est entre humains, on peut discuter, non? Pendant que t'as la tête sous la voiture, que t'es en train de démonter Ouais, tous les trucs. Alors, et vous roulez comment? Le gars il démonte tout, il a mis le gars il est venu avec son cric et sa chandelle, hop, il a démonté les 4 roues. Alors dis donc, là par contre, le passage de roue il est un petit peu cassé. Putain. Mais je suis sûr ça doit exister. Hein. C'est sûr, il y a des mecs qui viennent avec le... Et puis ils regardent, c'est sûr. Dites-le en commentaire si vous faites partie de ces gens-là. Et pour finir, tu as vérifié donc la voiture, tu as fait le tour. Tu as fait un tour avec la voiture. Tu as vérifié Istovec, car vertical, sur place ou chez toi avant. Maintenant, il te reste quoi? Les factures, l'entretien, le suivi, le carnet, le truc, le machin. Alors, ça, c'est pas une obligation. Hein. Ça, c'est vraiment si vous voulez être serein, tranquille. Vous demandez tout. Alors ça, vous l'avez demandé au téléphone avant. Hein. Si vous arrivez là-bas qu'il n'y a rien, bon, bah, c'est un peu con. Vous l'avez demandé avant, évidemment. J'en ai déjà parlé, mais voilà, je la refais. Pour finir, il vous faut tous les papiers. Ah, je vous les enverrai plus tard, je les ai pas là. Vous pouvez être sûr, jamais vous les reverrez. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà, toutes les factures. Vous prenez le kilométrage, vous regardez s'il y a eu des trous de suivi. Par exemple, le gars, il peut avoir, je sais pas moi, 50 factures. Si entre 100 et 180 000 km, bah, le propriétaire d'avant n'a rien fait, pas terrible. Vous prenez tout ce que vous pouvez, tout. Même les factures de pièces, tout. Et donc, pour finir, Bastien, le plus important, quand même, parce que ça peut être un achat... Alors, la voiture, c'est pas forcément un achat plaisir, c'est un achat quotidien et utile. Mais si c'est un achat aussi plaisir, bah, choisis quand même un truc qui te plaît, facile à entretenir, c'est le mieux, pas trop cher aussi, suivant tes moyens, c'est toujours pareil, et qui forcément correspond à tes besoins, diesel, essence, électrique ou hybride. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager en masse, bien entendu. Suivez mes conseils ou les suivez pas, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Le mieux, c'est de les suivre. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas, dites-nous, comme ça on va aller regarder, qu'est-ce que vous privilégiez quand vous achetez une voiture? L'entretien, la fiabilité du moteur, la couleur, l'intérieur cuir, la marque, le modèle. Voilà, dites-nous ce qui est en top 1 pour votre choix. Ok ?